que je puisse procéder à l'appel des présents. Alors, Jean-Michel Genestier présent, Bernard Cacasse, Véronique Degieux, Chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizola, José César, Cécile Muller-Céleste, Elisabeth Takowski, Noël Sulpice est absente excusée et elle donne pouvoir M. Belot, Arlette Courson, avocat, Gilbert Minelli, Pierre-Yves Négose, Sophie Mirabel-Larocque, Annie Sonrier, Ghislain Bollard, Kamel Agoud, absent excusé, elle donne pouvoir à Pierre-Yves Négose, c'est ça? Sabine Lozin, absent excusé, elle donne pouvoir à Ghislain Bollard, on confirme. Christian Pilot, présent. Steve Gouletti, Marie-Hélène Pépin, absent excusé, elle donne pouvoir à Patricia Bizola, Salomé Seri, absent excusé, elle donne pouvoir à José César, Pierre Marissal, Eric Raoult, pas de nouvelles. Nous avons eu quelques informations il y a deux conseils municipaux de cela. Marjorie Moïse, Montasser Charny, pas de nouvelles. Émile Levaré, parce que Mme Beaufremet a donné le pouvoir à M. Charny. Monsieur Lapidus est présent. M. Franck Elsalem, absent, excusé, a donné le pouvoir à M. Pierre Marissal. M. Didier Belot, Claire Leperchec, Sonia Beaufremet, absent excusé, a donné le pouvoir à M. Charny. Jean-Marie Florent s'est excusé, a donné le pouvoir à Mme Sonrier, Annie. Et Michel Barrière a donné le pouvoir, absent excusé, à Chantal Rateau. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer comme il se doit. Je voudrais, dans un premier temps, peut-être interroger. Vous avez une configuration de la salle un tout petit peu différente. J'ai souhaité qu'il puisse y avoir de présent plusieurs chefs de service. Vous avez dit, quand on est tous souriants pour la rentrée, là, tout le monde sourit. Voilà. Tout le monde sourit. Parce que tout le monde a envie de faire des choses pour leur ici. Et donc je voulais, on ne l'avait pas fait depuis le début, vous dire qu'il y a des collaborateurs qui s'en vont, des collaborateurs qui arrivent, mais ceux qui sont là travaillent à la ville. Et redire combien j'avais de satisfaction à vous présenter chacun. En effet, vous avez connaissance, évidemment, vous la connaissez plutôt, Noël Catamio, la directrice générale adjointe, qui poursuit son œuvre, comme disent certains, en anglais on dit le pillar, le pilier, voilà, de la mairie. Aujourd'hui, Madame Margot, qui est juste ici, que vous ne connaissez peut-être pas, et qui travaille notamment en direction des grands projets sur la délégation de Roger Bodin, voilà, et donc qui traite en particulier évidemment du pôle culturel, mais aussi des questions d'habitat. Quand on parle d'habitat, c'est l'habitat de Nancy, et c'est aussi une question sur laquelle évidemment nous avons à travailler ardemment, et encore plus maintenant qu'avant, que sont l'habitat insalubre. Voilà, et donc l'ensemble des grands projets proposés dans le jeu de traité par Virginie à la barre. Voilà. À ses côtés, alors on change de domaine, Céline Milanovic. Alors je pense que vous la connaissez plus, parce que vous l'avez vu, vous êtes tous allés au spectacle. Voilà, donc Céline Milanovic est la responsable du service culturel. La saison culturelle, elle la travaille aux côtés de Cécile Muller, mais c'est aussi des associations, c'est aussi évidemment la médiathèque, c'est le conservatoire de musique, c'est l'école municipale d'art plastique, et nous avons une présence culturelle quand même assez forte. Nous avons accru, en particulier grâce aux équipes qui sont pilotées par la Madame Milanovic depuis maintenant 2 ans. Voilà, depuis 2 ans pour la ville. Et donc, j'en parle maintenant, parce qu'on est là aussi pour faire de la publicité sur le travail qui est fait. La saison culturelle va s'ouvrir le 13 octobre avec un spectacle remarquable à la Saint-Sauvage. En tout cas, vous l'avez vu, je sais qu'une élue l'a vu, et on devrait avoir une ouverture de saison en fanfare, en tout cas en musique, et remarquable. Donc j'appelle tous les élus à pouvoir y aller et inviter tout le monde, parce qu'on se doit de remplir la salle, mais au-delà du remplissage, surtout de se
satisfaire que la culture vit pour ainsi. Voilà. Donc je voulais que ces mots soient dits, et devant le conseil municipal, il est important que ce soit rappelé. Alors là, vous allez me dire, on change, on est dans une autre culture, toute autre culture, puisque Madame Limry, Corinne Limry, est notre responsable, chef de la police municipale, qui œuvre pas 24 heures sur 24, mais comme je l'ai rappelé sur la proposition de Bernard Cacasse, votre police municipale, notre police municipale, eh bien, a travaillé, travaillera jusqu'à 22 heures jusqu'au 16 septembre. Hein, c'était la décision que nous avions prise, juin, juillet, août, septembre. 22 heures, c'est important parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et je crois que votre présence active avec les agents de la police municipale, les agents de la surveillance de la publique, les ASVP, eh bien, ont démontré que les segways, les vélos de temps en temps, les voitures, et surtout à pied, eh bien, permettaient de couvrir l'ensemble du territoire. Et il m'arrive d'avoir des lettres de satisfaction de RC1, et c'est en particulier sur la sécurité. Donc, on touche du bois parce qu'à tout moment, il peut vous arriver quelque chose, mais vos agents sont présents, comme je l'ai indiqué d'ailleurs dans un dernier papier, tous les 3 mois, on revoit l'ensemble des sujets sécurité pour revoir les horaires, pour revoir tout cela, et sous la férule de Madame Lemay, et donc on compte sur elle. Voilà, donc merci à vous et à vos agents. Alors, je pense que vous ne connaissez pas Madame Léger, pourtant Madame Léger est là depuis 1 an, elle est en responsabilité de l'urbanisme, donc les permis de construire, c'est elle qui les instruit avec l'équipe. On peut dire qu'on a reformaté l'équipe, qu'on a remis des règles, peut-être un peu plus strictes qu'avant, pour faire qu'on ne puisse pas accepter tous les permis. Voilà, évidemment. Et quelquefois, on pourra en accepter et en retirer d'ailleurs. Et je vous parlerai d'un de ceux-là tout à l'heure. Mais on faisait un point l'autre jour, Roger Bonhomme citait un chiffre. 1796 logements sont en projet sur la Russie. Si nous n'avions pas des compétences comme celle de Mme Léger pour bloquer, pour limiter, pour faire que nous puissions canaliser, eh bien la ville changerait en l'espace de 2 à 3 ans. Et on aurait des constructions partout, avec des gens qui ont toujours de très beaux projets selon eux, pas toujours selon la ville, mais qui font que... Voilà, donc on est sur ces sujets-là, et c'est un travail pour tous les instants que de pouvoir bien mettre en œuvre la politique urbanistique de la ville et faire que, eh bien, tout simplement, les permis de construire soient suivis, voilà, comme le lait sur le feu. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Mais en tout cas, que nous puissions déminer certains terrains, et c'est ce qui est fait par l'équipe, et on continuera à croître, peut-être l'équipe d'ailleurs, pour être encore plus présent sur l'urbanisme et sur l'ensemble de ces sujets. Voilà, je voulais que vous soyez présents. Alors j'ai parlé d'un pilier avec Noël Catanéo, Madame Im, voilà, Ingrid Im, qui est arrivée après Madame Catanéo dans ses fonctions, qui est notre responsable des finances et qui a pour mission, eh bien, tout simplement, de monter le budget. Voilà. Alors on va dire c'est simple comme ça, mais quand on a des élus qu'on connaît, qui sont assez vifs, qui ont toujours des projets, et qui font évoluer les choses, de budget en budget, quelquefois dans une même année, il faut avoir la réactivité nécessaire et l'agilité nécessaire pour eh bien, faire en sorte que les finances soient suivies, qu'on ait petit à petit une comptabilité analytique qui se mette en place. Ça fait partie de nos grands projets, grands travaux internes, notamment aux fonctions transverses. Et donc on compte beaucoup sur vous pour ces budgets, pour la mise en œuvre et pour nous aider à aller rechercher des subventions, ce que nous avons fait avec Brio, et vous le savez, notamment par la venue, il y a quelques semaines, au mois de juillet, du président de la métropole de Paris, Patrick Louis. Voilà, donc eh bien, s'il y a des finances à traiter, s'il y a une relation de qualité à avoir avec le trésorier, c'est avant tout avec le grand sourire de Mme Im. Voilà. Giorgio Mussulo. Alors là, je le dis, il est directeur des services techniques. Ben, Giorgio, vous savez, ça a étonné certains élus qui m'ont dit, encore l'autre jour,
des services techniques. Eh bien oui, je leur dis, il y a un directeur de service technique et très clairement, certains élus se sont étonnés du fait qu'il n'y ait pas dans le tableau des effectifs de postes pourvus. Et j'en appelle à l'opposition. Vous savez, quand vous écrivez des choses, je ne vois pas de répondre évidemment, mais quand vous écrivez des choses, vous pouvez marquer les gens. Et donc on ne peut pas se permettre d'écrire des choses dans des tribunes qui vont toucher les personnes. C'est pas possible ça. Moi je crois. En tout cas c'est ma déontologie. Ça n'est pas la vôtre et ça n'est pas une attaque. Mais le fait d'écrire qu'il n'y a pas de directeur des services techniques, je trouve ça en plus scandaleux lorsque des réunions sont faites en présence du directeur des services techniques. Et donc s'agissant du tableau des effectifs et de la remarque, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, M. Mselem, mais M. Sall et Mme Maurice sont là, en commission le 10 septembre dernier, c'était lundi dernier, je confirme que Georges Luxulot est ingénieur contractuel, qu'il exerce la fonction de directeur des services techniques. Son statut ne permet pas à la collectivité de le détacher sur l'emploi fonctionnel de DSP, mais il est directeur des services techniques. C'était déjà le cas avec son prédécesseur, M. Roblet, c'était le cas avec M. Ferrand, et il me semble que c'était le cas aussi avec des femmes et des hommes qui ont œuvré aux côtés de mon prédécesseur. Donc je souhaite rappeler, en plus, dans sa qualité d'autorité territoriale, c'est le maire qui tient, de par la loi du 26 janvier 1984, des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel communal. Et donc je réponds, mais de grâce, quand vous écrivez des choses qui sont publiques et que ça touche des personnes, je pense qu'il faut vraiment avoir la réserve nécessaire ou poser des questions à l'autorité municipale pour qu'on ne touche pas à l'intégrité de nos personnels. Voilà, je pense que c'est important. Et donc Georges Luxulot, vous le savez, avait la fonction de responsable de l'urbanisme. Nous en avons convenu ensemble qu'il prenne le poste de directeur des services techniques le temps qui convenait à la collectivité et à lui-même. Comme ça, on s'est donné le temps ensemble de pouvoir cheminer et de faire qu'il a sa vie, la ville a sa vie aussi, comme tous les autres collaborateurs, et il a donné son temps sur une partie des services techniques non négligeables pour faire qu'on reformate ce service technique. Aujourd'hui, on a un responsable voirie sous son autorité, on a des ateliers qui tournent plutôt bien, et donc on a enfin, je dirais, trouvé, allez, pas une vitesse de croisière encore, mais les moyens nécessaires pour que les services techniques puissent tourner, et on va encore améliorer les choses, notamment en termes d'accueil et d'ouverture au public, mais je voulais que ce soit dit ce soir en présence de tous les élus. Voilà. Je vais présenter Maryse Dartois, qui a notamment en responsabilité la question de la communication, et vous l'avez vu, le magazine a un peu changé de look. L'être peut-être pas suffisamment sur nous, mais ça c'était ma décision. Et donc, la communication et l'image de la ville, eh bien, j'ai souhaité qu'elle soit portée par quelqu'un qui en avait les compétences. Voilà. Le directeur cabinet, je ne le présente pas parce que vous l'avez 7 jours sur 7, c'est ça? Au téléphone? Peut-être pas. Plus avec l'opposition d'ailleurs, je ne sais pas, enfin oui, enfin en tout cas, il y a une vraie relation. Et puis Maxence, alors, qui est presque stagiaire, mais qui n'est pas stagiaire, qui viendra nous aider 2 jours par semaine, parce qu'il est étudiant encore aujourd'hui, il fait des études extrêmement brillantes, il est major à chaque fois qu'il passe une année, et donc il vient nous aider au cabinet pour pouvoir préparer des dossiers en relation avec les lycéens, parce que c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Voilà. Tous les collaborateurs qui pilotent ne sont pas là, certains sont encore, sont en vacances parce qu'ils n'ont pas pris de vacances pendant l'été, et une est souffrante. Et donc, la partie réussite éducative, la partie sociale et la partie sport devraient pouvoir compléter tout cela. Je n'ai pas oublié de gens, mais il était important qu'officiellement je puisse présenter chacun de vous pour montrer qu'il y avait la chair, vous voyez, autour de tout cela. Parce que les débats au conseil, c'est toujours des espèces de joutes qui, quelquefois, sont désincarnés. Ils sont l'incarnation de l'action municipale. Voilà. Vous êtes l'incarnation de l'action municipale, y compris d'ailleurs de l'opposition, parce que vous êtes des gens raisonnables, pour la plupart, pas tous. Mais très clairement, ils sont là pour
qu'ils sont, et ça permettra bien pour vous de savoir quelles sont leurs missions. Voilà, donc c'était, c'est pas la vie de M. Cyclopède, parce que voilà, elle est tout court de M. Cyclopède, mais il était important que vous puissiez les voir, les revoir, et je les remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour que eh bien, il soit là pendant ce conseil municipal. Vous allez être libéré en dehors de Noël Capitaine Néo. Voilà. Et de quelques autres. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Et alors, on pourra peut-être les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, nous allons pouvoir procéder eh bien, au démarrage de notre conseil municipal. Je souligne quand même que Mme Maurice et M. Hassan ont demandé à 2 reprises cette semaine, la communication de pièces concernant des dossiers vus aujourd'hui et d'autres qui ont été vus précédemment. Je me réfère à l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal qui stipule que tout le monde du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. La ville assure la diffusion de l'information auprès des élus par le moyen matériel qu'elle juge les plus appropriés. C'est notre règlement et donc je propose à l'opposition qu'elle vienne pour regarder certains documents qui ont été demandés, notamment concernant les délibérations. Je rappelle simplement que une délibération concernant la 4e demande, le contrat au maître d'œuvre relatif au projet du pôle culturel, est un dossier qui avait été présenté lors du conseil municipal du 27 mars 2017. Donc il faut que vous regardiez vos archives. Je suis sûr que au moment de ce dossier-là, vous les trouverez. Et donc je vous invite à prendre rendez-vous avec la directrice générale adjointe et faire en sorte que vous puissiez consulter les documents que vous souhaitez voir. Voilà. Monsieur Sall. Monsieur le maire, tous les membres du conseil municipal ont été élus par les électeurs racéens et à ce titre méritent un égal respect. Le conseil municipal est la représentation des électeurs pour contrôler les décisions déléguées au maire et voter les orientations les plus importantes. Sauf à constituer une chambre d'enregistrement pour un pouvoir solidaire, il doit être valablement informé pour prendre des positions dans l'intérêt de tous les racéens. Pour le conseil municipal de ce soir, vous nous demandez d'approuver a posteriori 22 décisions que vous avez prises dans le cadre de votre délégation et de voter une dépense qui représente plus d'un an de recettes fiscales des racéens. Pour être correctement informé, notre groupe vous a demandé par mail le lundi 10 septembre de nous procurer un certain nombre de documents. N'ayant reçu aucune nouvelle, mais aucun des documents demandés, ni à la commission de l'histoire, ni par la suite, notre groupe a réitéré sa demande jeudi 13 septembre 2018 auprès de la directrice des services qui devait se rapprocher de vous. Nous n'avons toujours rien reçu jusqu'à ce soir. Nous sommes donc contraints à envisager 2 hypothèses. Soit vous avez des choses à nous cacher et vous faites de la rétention d'informations, soit vous traitez par le mépris notre groupe et les racéens qui l'ont élus majoritaire au premier tour, malgré vos grands discours sur le respect et la bienveillance. En bafouant le droit légitime, vous bafouez ceux de tous les conseillers municipaux, en particulier de la démocratie en général. Bien que nous ne soyons pas partisans de la politique de la chaise vide, nous sommes donc contraints de nous retirer de ce qui semble constituer une chambre d'enregistrement. Faites donc voter vos délibérations opaques si telle est votre volonté, mais à la fin, ça ne va pas être les électeurs que vous devez avoir. Très bien. Écoutez, bonne soirée. Et puis, je vous précise simplement une chose, c'est que les comptes rendus des décisions, vous n'avez pas à les approuver. Vous êtes au moins élu depuis 20 ans et vous ne le savez toujours pas, et vous n'avez pas à les approuver, c'est une information. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Je pense que nos délibérations seront beaucoup plus aises qu'elles ne sont quand vous êtes là. Merci et bonne soirée. Voilà. Alors, voilà, je pense que vous avez un dîner. Et je souhaite que ça soit écrit au procès verbal. Voilà, parce que se comporter comme ils le font, écrire des attaques ad nominem dans des lettres du maire, ça suffit, ça suffit. Si c'est ça le respect de la démocratie, alors là, c'est inacceptable, inacceptable. Mais bon, c'est mieux comme ça. Ne pas travailler ces dossiers, venir en conseil, ne rien poser comme question quelquefois dans les commissions, et puis ensuite faire en sorte que, voilà, en fait, je pense qu'ils savent très bien que le dossier du centre culturel est irréprochable, que le timing, on fonctionne toujours à l'île ouverte, et ils savent bien que c'est un dossier qui va arriver avec les qualités voulues,
enrichit la dette technique. Je ne sais pas si vous avez tous vu ce qui a été fait cet été. Voilà, je vous signerai certains éléments tout à l'heure. Voilà. Concernant le compte-rendu, oui, je signale que malgré leur départ, évidemment, le conseil municipal peut continuer puisque le quorum est toujours en place et on peut délibérer valablement. Vous avez tous reçu le compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal. Alors, on met compte-rendu sommaire, c'est vrai que c'est un compte-rendu exhaustif. Tous les mots sont repris et vous avez pu à loisir le relire. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait fait, mais certains le font et je les en remercie. Est-ce que vous avez des commentaires sur le compte-rendu sommaire de la séance? Pas de commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, je vous propose d'approuver le compte-rendu sommaire de la séance qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors, il faut que je désigne le secrétaire de séance. Le Benjamin de séance, c'est Steve Egognetti. J'ai lui demandé de se mettre à la gauche et de pouvoir assurer l'ensemble du secrétariat de la séance. Voilà. Pas d'opposition sur la nomination du secrétaire. Alors, point 1.1. Il vous est proposé, et vous connaissez ce type de délibération, de déclasser les véhicules municipaux. Je l'ai évoqué en commission finance, en particulier au début de la semaine, le 17 septembre dernier. Il y a un véhicule qui est assez ancien. Le véhicule qui a été mis en service en 2000. Les autres sont un peu plus récents, quoique. L'objectif étant de vendre ces véhicules et de reprendre des véhicules plus récents, blancs, qu'on pourra logotyper aux armoiries de la ville. Voilà. Et que les habitants du Raincy sachent, c'est un des objectifs de cette décision, il y en a d'autres, qu'ils sachent que ce sont des véhicules de la ville, puisque aujourd'hui on a des véhicules banalisés et je pense qu'il faut que tout cela disparaisse. Voilà, c'est le sens même du déclassement. Donc on vendra aux plus offrants et on rachètera des véhicules et qui seront avec un impact carbone évidemment minoré. Des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose d'approuver. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le point 1.2, subvention à une école privée sous contrat. Il s'agit de l'école Saint-Louis qui recueille aujourd'hui des enfants rincéens et qui donc sont scolarisés dans cette école privée sous contrat. Vous savez que la loi fait que on se doit de financer à hauteur d'un certain montant la scolarisation de ces enfants dans ces écoles privées. La demande nous a été faite par l'école Saint-Louis et l'école Saint-Louis Sainte-Clotilde, dans son conseil d'administration récent. Conseil d'administration nous a représenté Cécile Muller, le précédent Elisabeth Rakowski nous avait représenté, et celui d'avant j'y étais moi-même. L'école nous dit 500 €, c'est pas suffisant. Moi, je vous propose malgré tout de mettre 500 € et qu'on puisse peut-être retravailler au fond ce dossier, parce que pour cette école, chaque semaine, nous délivrons des créneaux horaires pour que les enfants de Sainte-Clotilde, Saint-Louis, Sainte-Clotilde, puissent bénéficier de nos structures municipales. Là, il s'agit, pour mémoire, d'enfants en élémentaire. Ils sont au nombre de 40. 500 € par 40, ça fait 20 000 €. Hein. Et donc, on propose cette subvention. Et je rappelle, ce qui n'est pas dans la délibération, qu'il y a des créneaux horaires qui sont dispensés pour cette école, à raison de 2 créneaux de 1h15 par semaine de la salle Omnisport, de 1 créneau de 2 heures par salle de la salle d'escrime, de 6 créneaux de 2 heures par semaine du dojo, de 8 créneaux de 2h15 par semaine du plateau d'évolution des Bosquets et d'1 créneau de 2 heures par semaine du stade. Voilà, c'est un ensemble d'éléments sur lequel nous allons travailler pour peut-être revoir ce sujet et faire peut-être que cette subvention soit peut-être accrue l'année prochaine. Voilà, donc je souhaite soumettre à votre sagacité cette délibération. J'ai une information donc d'Elisabeth Rakowski et d'Annie Sonrier qui sont actifs dans l'école, soit par des enfants, soit par leur activité même en tant que parents d'élèves, et donc qui ne souhaitent ne pas participer au vote. Voilà. Donc je voulais que vous en soyez informés. Est-ce qu'il y a
une demande de parole, Monsieur Lapidus. Merci, Monsieur le maire. Sur cette délibération, ma position sera immuable depuis 23 ans. Je ne voterai pas cette délibération. Argent privé pour argent privé, argent public pour argent public. Enfin, école privée, argent privé, école publique, argent public. Je reçois votre position. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais faire approuver cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? NPPV ne participe pas au vote? 2. Voilà. Très bien. C'est bon au niveau de... Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Budget de la ville, décision modificative numéro 1. Donc, comme je l'ai indiqué en commission des finances, il s'agit pour le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de recalibrer certains montants selon les dépenses réalisées et l'évolution des projets que nous avions pour cette année. Il y a certains éléments que nous n'avions pas prévus. Je pense en particulier à l'accueil des personnes sans domicile fixe dans le gymnase, dans la salle omnisport de l'avenue Thiers, qui nous a été imposé par l'État, pour lequel nous avons été obligés de dépenser une certaine somme, plus de 50 000 €, et pour laquelle nous demandons évidemment un remboursement, puisque le préfet s'est engagé. Mais vous voyez, c'est ce type d'exemple qui fait qu'aujourd'hui, il nous était impossible au début de l'année de prévoir ce type de dépenses. Plus des dépenses ou des recettes provenant de l'année 2017, sur notamment des encaissements, et je pense à l'IFAC, sur des questions d'ADSEM, je pense à la CAF, et d'autres mises au point sur la dotation globale de fonctionnement, sur le FPIC, et je pense que c'est à peu près tout. On a aussi calibré certains éléments de fluide pour se repositionner et faire que le budget, tel qu'on le modifie à travers la décision modificative numéro 1, corresponde au mieux aux dépenses et aux recettes qui sont prévues pour la fin de l'année. Est-ce que vous voulez plus d'explications, alors même que je l'ai évoqué, M. Lapidus était là et plusieurs d'entre vous étaient là. M. Charny, vous étiez là aussi. Et de la majorité aussi. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative numéro 1? M. Lapidus. Non, effectivement, lors de la commission, toutes les questions qu'on avait à se poser ont été évoquées, expliquées. Rien à redire sur cette délibération. Ok. D'autres prises de parole? Pas d'autres prises de parole sur cette décision modificative numéro 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Alors, le point phare de notre conseil municipal, c'est le pôle culturel, remise de l'avant-projet détaillé et validation du budget et du planning. C'est un point d'étape indispensable et je souhaitais m'excuser auprès de la plupart d'entre vous sur le fait que nous avons commis ce conseil municipal un vendredi alors que nous le faisons toujours un lundi, mais c'était pour vraiment serrer le planning et faire que nous puissions, si tant est que ce soit possible, nous le serons dans le futur, essayer de réduire et de rattraper les retards que nous avons accumulés pour des raisons qui sont évidemment tout à fait explicables et qui dépendent pour la plupart, en général, pas de nous. Je laisse la parole à Roger Baudin. Merci, Monsieur le maire. Un rappel, si vous le permettez, sur le début de l'opération que nous menons à l'heure actuelle pour l'amélioration de nos équipements culturels. Je pense qu'un tel projet, si vous le permettez, mérite un tel rappel, car c'est une opération d'ampleur, jusqu'alors jamais menée au Raincy, tant sur les plans financiers que de par sa complexité technique, mais avec en perspective un admirable outil culturel pour notre ville. D'ailleurs, et depuis 10 ans, chacun autour de cette table, avant et maintenant, était d'accord sur la vétusté et l'inadaptation de nos équipements culturels, l'école de musique, le centre culturel, et donc de la nécessité impérative de les améliorer par un minimum de réhabilitation, et même une réhabilitation profonde. Les budgets municipaux votés par les majorités en place en 2010, 2011, 2012 prévoyaient un lancement de l'opération dans l'année suivante, sans toutefois
un quelconque démarrage, un quelconque mouvement. C'est en septembre 2014 que notre commune lançait l'opération En Fête, avec une consultation pour une étude de faisabilité technico-économique qui comprenait un état des lieux diagnostique des bâtiments, complété par une analyse du fonctionnement de chaque activité culturelle, sur leur surface dédiée, sur leur mobilier, sur leur mode de fonctionnement. Les responsables, utilisateurs d'activités municipales ou associatives, étaient interrogés lors de réunions ou par des questionnaires. Donc un lourd travail a été fait pendant 2014-2005. 3 scénarios possibles furent sélectionnés, souvenez-vous, le maintien des 3 sites actuels avec la restructuration, réhabilitation des bâtis. On pense surtout à l'Agora et à l'école de musique et également au centre culturel. Le scénario 2, c'était la déconstruction du centre culturel Thierry Le Luron avec l'abandon des sites Agora, conservatoire et le transfert de leurs activités dans un nouveau centre culturel reconstruit. C'était le scénario 2. Le scénario 3, c'était le déplacement de notre pôle culturel sur le site Corot. C'est le scénario 2 qui fut retenu pour des raisons techniques et aussi économiques, mais aussi pratiques parce que ça permettait de continuer nos activités, notamment à l'école de musique. Une étude de programmation du futur équipement était lancée fin 2015 et se terminait en juillet 2016. Elle nous donnait les surfaces nécessaires pour que chaque activité culturelle puisse se dérouler de façon idéale et harmonieuse. À partir du programme de cet équipement, nous avons lancé un concours d'architectes, comme exigé par la loi, et ceci en septembre 2016. Nous avons reçu 167 réponses, dont nous avons dû sélectionner 3 candidats pour mener une étude que l'on appelle le niveau esquisse. C'est à partir de cette mission esquisse qu'un cabinet d'architectes fut sélectionné par un jury réuni en mars 2017 dans cette mairie, et nous avons désigné donc le lauréat du concours. Et dans ce jury, il y avait bien sûr des professionnels comme nous en avions l'obligation. Les professionnels, c'était des architectes en fait. Aujourd'hui, nous sommes à la livraison par le maître d'œuvre, qui est formé d'un groupement d'architectes, bureaux d'études, techniques, scénographes, également acousticiens. Nous avons la livraison de l'avant-projet détaillé. C'est une étape où nous avons une sorte d'obligation telle que spécifiée par la ville dans son propre cahier des clauses, disons administratives, dans son article 10, de faire valider par le conseil municipal les propositions du maître d'œuvre sur les points suivants: coût prévisionnel des travaux de l'ouvrage au stade de l'APD, avant-projet détaillé, délai de réalisation de l'ouvrage au stade de l'avant-projet détaillé toujours. Donc notre intention ici ce soir est d'expliquer et de justifier au Conseil d'éventuels écarts entre les valeurs, coûts et délais donnés par le maître d'œuvre au stade de l'esquisse, juste après le concours, et après l'APD, c'est-à-dire aujourd'hui, car l'APD s'est terminée et on a conclu au 31 août 2018. D'abord, l'explication sur l'évolution des coûts et des délais. À la fin de la phase esquisse, c'était en avril 2017, le lauréat, maître d'œuvre, a déterminé une enveloppe prévisionnelle du coût des travaux qui était, au moment de l'esquisse, je le répète, de 10 153 000 €. Son délai pour la livraison de l'équipement était décembre 2019. Aujourd'hui, au 31 août 2018, le maître d'œuvre nous annonce une enveloppe du coût prévisionnel des travaux de 11 500 000 €, soit 1 347 000 € en plus, qui nous est donné entre les coûts d'objectif de l'esquisse et de l'APD. Ce prix est bien sûr un prix euro hors taxe pour la réalisation et la construction pour les travaux du centre culturel lui-même, c'est-à-dire de tout ce qui est travaux, de l'édifice et de l'édification du nouveau centre culturel. Ensuite, alors il vous faut donner un peu le détail de cette augmentation de 1 347 000 €. Je dirais d'abord, ce coût supplémentaire pour 560 000 € provient de l'évolution des conditions économiques. En effet, sur 2 années, les coûts de la construction ont augmenté de 5,5%. Ceci se mesure par un indice de l'INSEE
qui s'appelle le BT01, qui était à 103,3 en avril 2016 et qui est en juin 2018 de 109. C'est donc une augmentation de 5,5% que vous appliquez à 10 183 000 euros et ça vous donne 560 000 euros. Donc ça, c'est une part de l'augmentation des 1 347 000. On a également un coût supplémentaire qui est dû à l'évolution des infrastructures et des fondations. En effet, on a fait énormément d'études géotechniques qui sont à chaque séquence de projet, c'est la loi, c'est la règle, et les fondations sont apparues beaucoup plus complexes qu'elles étaient prévues au départ, notamment par, on le verra tout à l'heure, la découverte de poches de dissolution dans le sol. Mais également parce que le projet que nous menons et que nous avons mené est beaucoup plus lourd dans sa structure actuelle beaucoup plus lourd que dans sa structure actuelle, bien entendu, parce qu'on a mis des étages en plus, on reçoit le conservatoire de musique, etc. Il est à peu près 25% plus lourd. Et là, on ne peut pas prendre le risque d'alourdir les charges sur les poteaux existants. Nous avons dû donc créer 38 poteaux supplémentaires dans les premiers et deuxièmes sous-sols des parkings, sans perturber trop, bien entendu, le fonctionnement du parking. Mais ceci fait des coûts supplémentaires, plus également, bien sûr, les fondations qui vont avec, qui s'appellent les micropieux. Enfin, tout cela représente en coût, par rapport à ce qui était prévu, 600 000 euros de plus. Ajoutez à cela quelques évolutions sur le plan technique, dû à l'évolution justement de ces lots techniques, espace extérieur, VRD, second œuvre, scénographie. Ceci donne l'augmentation de 1 347 000 euros. Ça donc est le prix visé aujourd'hui visé que le maître d'œuvre doit respecter. Également, il faut savoir que, en fait, le vrai coût de l'édifice découlera plutôt des offres des entreprises. Non, mais je ne sais pas pourquoi je vois Cécile qui défaille, donc je m'interroge. Je m'inquiète aussi. Donc, tout ceci explique en quelque sorte l'augmentation de coûts. Ensuite, une explication sur l'évolution de la date prévisionnelle de livraison. Lors de la phase concours, le maître d'œuvre nous indiquait qu'il pouvait livrer cet équipement, je dirais qu'à la fin, en décembre 2019, c'est-à-dire, juste avant les vœux de Monsieur le maire pour l'année 2020, pensait être dans ces dates-là. En fait, aujourd'hui, le maître d'œuvre nous propose et nous annonce une mise en livraison de l'équipement en septembre 2020, c'est-à-dire au début de la saison culturelle 2020-2021. Ceci est donc un retard, bien entendu. Mais pour des tas de raisons, on est dans un environnement très contraint et il y a autour de nous des propriétaires qui font valoir leurs droits et il nous faut passer parfois en justice pour pouvoir installer des palissades chez eux, etc. Tout ceci est compréhensible, pas prévisible, mais compréhensible. Et également, on a au niveau du parking un certain nombre de problèmes aussi. On le verra tout à l'heure avec des copropriétaires d'une grande résidence qui est au-dessus et à qui on avait cédé à une époque un certain nombre de places de parking, 70, et qui aujourd'hui souhaitent savoir de quelle façon ils vont récupérer leur espace, leur place, notamment lorsqu'ils sont dans la zone qui est sous le centre de Le Luron actuel, la zone de travaux, car là, ils vont avoir des perturbations, bien entendu. Bon, c'est un projet très difficile, parce que c'est dans un milieu contraint, avec des sols qui sont des sols de gypse, ludien et antéludien, et je dis ça parce que antéludien, lorsqu'il y a de l'eau qui coule, la poche de gypse disparaît complètement, et vous avez des vides. Et donc, on a dû travailler là-dessus. Enfin bon, ça a pris beaucoup de temps. Voilà ce que je souhaitais dire. On pourrait en parler encore plus, mais on a donc à inscrire, et c'est ce que nous propose ce soir, 1 357 000 euros en plus, au niveau de l'APD, mais aussi
au niveau du délai qui, lui, s'allonge et serait pour une livraison en septembre 2020. Mais il y a aussi 2 autres postes où on doit dépenser plus. Il s'agit du poste du parking, justement, où, pour la phase travaux, nous devons déplacer à peu près 35 copropriétaires du 14e de résistance de la zone sous les travaux à une zone où il n'y en a pas, c'est-à-dire côté résistance. Et pour cela, on doit aménager une zone privative et, qui va accueillir complètement les 70 copropriétaires. Mais ils vont être perturbés, c'est sûr. Mais nous avons des travaux à faire pour isoler tout cela, mettre des cloisons pour protéger le reste du parking des travaux qui vont se passer au-dessus, parce qu'on va devoir démonter notamment la dalle haute du premier sous-sol. On va devoir y fixer des poteaux, descendre des pieux. Donc on ne peut pas rester dans cette partie de parking-là, bien entendu. Pratiquement, on ne va pas utiliser le parking au premier et au deuxième sous-sol sur une grande longueur qui va jusque pratiquement au-delà du joint de dilatation d'ailleurs, mais enfin il est difficile de dire ici à quelle position, mais ça déplace beaucoup de monde, presque la moitié, je dirais, des copropriétaires. Mais ils acceptent cette contrainte. Où on a plus de difficultés, c'est pour la phase finale, où là on doit, je voulais l'expliquer, c'était une des questions de l'opposition, et bon, je ne vais pas donc aller dans le détail de cela, mais on doit leur modifier les actes de propriété, le règlement de copropriété, parce que certaines places doivent être modifiées. Pas beaucoup. 2 vont être déplacés, 2 copropriétaires vont être déplacés, et les autres vont subir peut-être même pas des gênes, des améliorations au résultat final, mais quand même, on doit mesurer tout cela par un géomètre expert. Ce qui fait l'objet d'une mission qui a été signée par M. le maire d'une dizaine de milliers d'euros. Voilà ce qui vous est proposé. Alors, pour les travaux dans le parking, c'est un coût de 190 000 euros qui a été estimé, parce qu'il nous faut, bien sûr, créer des clôtures, changer les contrôles d'accès, faire un accès spécifique sur l'avenue de la Résistance avec un système de feux tricolores. Donc c'est quelque chose de compliqué, et modifier aussi la circulation interne au parking. Ceci pendant la durée des travaux, c'est après, on va dire, à partir de février 2019 jusque pour un an, à peu près un an au maximum, 1 an et demi. Voilà. Et le coût que l'on avait mis était 190 000, et on reçoit les offres, et c'est ça qui est inquiétant d'une certaine façon, c'est que le monde, comme le disait M. le maire tout à l'heure, de la construction fait varier les prix en fonction du nombre des travaux. Et on pourrait avoir, on a lancé une consultation, on avait prévu 190 000 euros, et on arrive à des prix plus élevés qui pourraient monter cette opération à 250 000 euros. Néanmoins, on affiche aujourd'hui 190 000. Nous avons aussi à injecter les sols, car là où il y a eu des dissolutions de détectés dans le gypse, il nous faut combler ces sols avec des injections de ciment, un ciment dosé de façon adéquate pour retrouver les résistances nécessaires aux pieux. Et pour cela, les injections vont être faites et vont coûter un prix qu'on ne pouvait pas anticiper, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'on a fait énormément de missions géotechniques. On a fait la mission géotechnique G1, qui était tout au départ pour le concours, une mission G2 AVP, c'était pour le projet et l'APS. On a dû faire des fouilles complémentaires de manière à être certain de certains points de ce qu'il y avait exactement, et suite à la détection d'une poche de dissolution de gypse d'ailleurs, ce qui entraîna une autre mission géotechnique qui s'appelle la G5 pour qu'on puisse définir des pieux types. Et alors, il est arrivé une mission géotechnique G2 Pro que l'on a juste fini là, le 3 août, qui permet aussi de déterminer la nature des injections, et c'est cela que nous proposons ce soir, pour un coût supplémentaire de 150 000 euros. Voilà. Voilà ce que je viens de vous dire. C'est long peut-être, c'est un peu lourd, mais rien à voir malgré tout avec les efforts qu'il
demande aux techniciens et à tout le monde pour mener ce projet de façon nominale. Je le répète, c'est un projet très technique, très complexe, très difficile, dans un milieu contraint, avec parfois un monde de la construction qui n'est pas prêt à agir parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la région parisienne, et sur la métropole Grand Paris, qui font que les techniques de pointe sont parfois très occupées. Donc merci pour votre attention. On vous demande, malgré tout, on vous propose de voter cette délibération qui est difficile, bien sûr, par l'augmentation du prix, par l'augmentation du délai, mais il faut poursuivre ces efforts pour aboutir à un beau projet, un beau centre culturel. Merci. Merci Roger de ces explications très précises. Alors c'est vrai que ça peut être aride quand on voit toutes ces étapes. En même temps, on est dedans, on aura un beau projet, tout le monde s'est accordé à dire que l'architecture était belle, l'architecte un peu moins, mais c'est vrai que maintenant, il faut y aller. On peut dire que les réunions qu'on a eues cet été ont été nombreuses pour arriver à cette étape-là. On est à 11,5 millions, on a à approuver, comme Roger l'a dit, c'est 11,5 millions, mais il est possible que ce soit plus et que ce soit moins en fonction de ce que répondront les entreprises pour chacun des lots qui sont présentés. Voilà, donc, et on a fait le choix aussi de ne pas être en entreprise générale, a priori on verra, mais pour que ça coûte un peu moins cher, parce qu'on est en entreprise générale, on peut avoir des surcoûts d'ordre de 10 à 15%. Certains disaient 10, d'autres disaient 14%. Bon, on a fait ces choix qui sont importants. Ensuite, vous savez, j'étais avec la mère de Papillon-sous-Bois ce matin, on avait un entretien sur la piscine, et elle me disait qu'elle avait une école qui avait été plantée complètement par l'entreprise, parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens, parce que voilà, on a des aléas extrêmement importants, et nous le savons tous dans nos métiers respectifs, et tout le monde le sait. Voilà, on espère qu'on trouvera sur les bonnes entreprises au meilleur prix. Mais comme l'a dit Roger, c'est vrai que la métropole du Grand Paris absorbe énormément de travaux, mais les indicateurs de août et septembre montrent que les choses auront tendance à baisser dans les prochaines semaines, donc j'espère qu'on profitera de cet élément de conjoncture. Donc cette délibération est importante, ce n'est pas la plus importante, mais c'est une étape essentielle que nous devons caler pour faire en sorte que l'architecte puisse poursuivre et que le dossier puisse être très rapidement activé. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lécus. Merci, monsieur. Je ne reviendrai pas sur le coût supplémentaire du sous-sol, puisque vous nous avez laissé entendre qu'il y avait des coûts sous-sol qu'on ne pouvait pas estimer. Je m'interroge par contre sur le coût de la construction à 5,5% par an. Ça me paraît affolant. Les matières premières n'ont pas augmenté de cette heure-là. C'est vraiment difficile à avaler une telle augmentation quand même. Je pense qu'il y aurait certainement moyen de discuter un petit peu à ce niveau-là. C'est une explication que je donne ce soir d'un coup. Mais quand vous prenez les indices de la construction donnés par l'INSEE, c'est sur 2 ans. Oui, mais entre un indice et une discussion avec les entrepreneurs, ça change beaucoup de choses. Oui, mais c'est ce que M. le maire vient de dire, c'est que le vrai prix sera fixé par les entreprises. Je l'explique comme ça aujourd'hui parce qu'en calculant, je dis effectivement il y a 600 000 € pour les fondations, ça peut être 700, c'est très difficile à quantifier aujourd'hui, mais c'est ce que vous voulez mettre d'œuvre, et on a également 200 000 € sur les lots techniques. Il reste 560 000 pour l'augmentation du coût de la construction. Ça c'est clair parce que finalement les indices sont mesurés en fonction de réalité. Les indices de l'INSEE. C'est le BTZ-, lui il nous dit c'est 103,3 en avril 2016 et il nous donne 109 en juin 2018. C'est le dernier indice connu d'ailleurs. Ça fait 5,5%. Là, en fait, on explique ça, il y a peut-être d'autres raisons encore, mais ce sont des faits, les indices de la construction. Et ce que dit M. le maire sur la variante de ces indices, c'est très saisonnier, si je puis dire, c'est très conjoncturel aussi. Donc peut-être
redescendre. Mais la situation de la construction en France est quand même difficile. On le voit avec les promoteurs qui sont les promoteurs des bailleurs sociaux notamment, les problèmes qu'ils ont pour, par exemple, 46 terres, on a commencé bien sûr, mais ils ont eu un infructueux au départ, le Cap Télégraphe c'est la même chose, ils ont des infructueux parce que tout à coup ça dépasse les budgets, etc. Donc là on est, le plus difficile n'est pas passé, je pense, parce que le choix des entreprises et la désignation des entreprises avec leur prix va être décisif. Et je dis que 11 500 000 euros, c'est le prix aujourd'hui de la construction du centre culturel. De toute façon, on a obligation, c'est une chose qui a été discutée, ce prix, mais c'est une obligation que nous avons de valider les coûts du maître d'œuvre, sinon le projet s'arrête en quelque sorte. On ne peut pas signer l'ordre de service de poursuite des études, car là, on va préparer ce qu'on appelle l'APD, on va préparer le dossier de consultation des entreprises. Ce qui s'appelle, c'est un dossier pro. C'est le dessin, pratiquement de détails, etc. Et donc, si on ne valide pas ce prix, on ne peut pas signer l'ordre de service du maître d'œuvre, et donc le projet s'arrête. Voilà, c'est comme ça, c'est le code des marchés publics, etc. Mais dire que c'est 5,5%, c'est pas nous qui le disons, ça c'est l'INSEE. Le coût de la vie augmente de 5% dans la construction, comme il augmente de 30% sur le pétrole ou sur ceci. C'est un fait. Ce sont des chiffres, parce qu'ils sont basés sur énormément de constructions qui sont faites en France. C'est pas un chiffre qui est tiré du chapeau, c'est vraiment, moi j'y crois beaucoup, c'est la réalité. 5,5% de avril 2016 à juin 2018, c'est ce qui est affiché à l'indice BT01 de l'INSEE. Je me suis toujours interrogé sur les budgets initiaux de construction et la réalisation finale. Il n'y a jamais eu de construction de n'importe quoi qui n'ait pas dépassé les budgets, des fois de façon pharaonique. Je n'arrive pas à comprendre comment on est aussi nul pas pour vous, hein, mais dans la vente, à être capable d'évaluer un coût de construction. Ça m'a toujours effaré. On parle d'un budget, ah oui, c'est beau, et quand on arrive à final, on a tout signé, mais on est forcé de se prendre des fois 30 à 40% d'augmentation sur le coût de la construction. C'est assez inexplicable, et je pense qu'un jour, il faudrait quand même que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème. Mais si vous voulez une anecdote, avec Roger, on est passé par une étape où l'économiste, l'architecte, nous a sorti des prix, valeur 2016. Parce qu'on a fait un travail itératif quand même, extrêmement important pendant tout l'été, en juillet, en août. Et à un moment, l'économiste nous sort des prix, des tarifs, longtemps, valeur 2016. Et le maire et le maire adjoint, débrouillez-vous avec ça. Franchement, on est dans un monde extrêmement particulier. Moi, effectivement, on a du mal à. Voilà. Donc, on espère que, encore une fois, il faut fixer un prix. Mais c'est pas le prix qu'on verra, je l'ai redit tout à l'heure. Et ce qu'il faudra pour la ville, c'est ce qu'on aura à payer, c'est-à-dire le résultat du marché. Voilà. Et donc, on espère effectivement d'être en dessous des séances d'une 1h30 sur la partie construction. Voilà. Oui, une question de Pierre Pellegos. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il n'y a pas des pénalités que la mairie pourrait appliquer alors qu'il y a un retard de plus de 6 mois Exactement. Alors, Roger, là-dessus, parce que ça, c'est un sujet qui a été abordé avec l'architecte. Bien sûr. Il y avait dans son contrat des clauses qui disaient que si c'était moins au niveau du coût et moins au délai, il avait une prime de 50 000 €. Mais que si, au contraire, il dépassait cela, il y avait une pénalité plus importante, déjà elle était de 60 000 €. C'était dans son contrat. Mais on ne peut pas l'appliquer. On retire ces clauses-là parce que il y a un levier extraordinaire sur nous, c'est celui de s'arrêter. C'est difficile, vraiment. Il faut voir les relations dans des réunions, certainement. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il était désigné par un jury.
Et il se croit, si vous voulez, comme c'est plein, d'ailleurs, les architectes lauréats ils se prennent un peu pour des mini-stars, des choses comme ça. Donc, c'est très difficile. Et là, nous espérons quelque chose, c'est que c'est le chiffre du coût de la construction réelle avec les prix des entreprises qui va être le juge de cela. C'est ce que nous espérons, c'est-à-dire que lui, il nous fait un bras de fer, là, et nous, on veut pas aller beaucoup plus loin dans le retard, parce que ça fait un moment que ça dure. Il a demandé des sondages supplémentaires, des ceci, de cela, pour qu'on arrive à déterminer les fondations. Enfin, voilà. C'est comme ça. C'est lui qui tient le manche aujourd'hui, d'une certaine façon, il faut dire. Mais nous, on est ferme, et là, on met devant ses responsabilités en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, ce qui compte pour nous maintenant, c'est quand même le délai. Ce chiffre-là a quelque chose de théorique, malgré tout. Même si nous, on avait vérifié ça par un économiste pointu, et très bon, il a fait un très beau rapport. Il trouve des chiffres, il faut dire impériaux, mais on ne peut pas les appliquer parce que le peuple dit que c'est à la phase APD, avant projet détaillé, à la fin, à la livraison, on doit valider ce coup-là pour qu'il continue. Bon, c'est comme ça, mais bon, c'est un projet difficile. C'est vrai qu'il y a une vraie complexité importante dessus. Avec les fondations, notamment, et le côté contraint du parking, un des candidats, un des lauréats, pas des lauréats, un des trois candidats qui ont été choisis, avait lui choisi de démolir complètement le parking sous ses demi-creux et de faire le reconstruire. Bon, ça coûtait un peu plus cher. Au moment du concours, j'étais au prix que nous avons choisi. Donc, c'est pas ça. Et les surprises nous mènent aussi que dans le sol, il y a des poches de dissolution, fait que si vous mettez un pieu, ils ont essayé de couler du ciment dedans, ils ont coulé 5 mètres cubes, la poche n'était pas remplie. Donc tout ça, ça amène des incertitudes quand même. Et donc il a fallu faire des fouilles complémentaires pour pouvoir commenter les fondations, combien de parce qu'on n'a aucun plan du parking existant. Voyez-vous, on n'a rien du parking existant. Parce que l'architecte, qui était là à l'époque 1970, s'est fâché avec la vie et le peuple et a embarqué tous ces dossiers. Donc tout ça, ça rend des choses difficiles. D'ailleurs, vous voyez le programme Kaufmann qui est au-dessus, il a descendu plein de poteaux métalliques, d'ailleurs, dans le parking pour aller se fonder en dessous. La différence avec nous, c'est qu'il pouvait, ces pieux, les battre à partir du haut, au-dessus. Tandis que nous serons obligés de mettre micro-pieux car on peut faire entrer un équipement qui est à 3 mètres de hauteur, compte tenu qu'on a les planchers. Voilà. Tout ça, c'est pas ça. Mais bon, c'est un moment difficile à passer, ça fait un moment que ça dure d'ailleurs, mais bon, on doit continuer. Et c'est le prix des entreprises qui fixera le vrai prix de réalisation. Celui-ci, c'est un chiffre par lequel il faut passer, et je l'explique, moi, en toute bonne foi. Je veux dire, les prix, je les vois comme cela. Enfin, on a beaucoup travaillé sur les fondations pour voir qu'effectivement, ça fait 600 000. Mais, et le coût de la construction, ça, par contre, c'est un fait, c'est des chiffres. C'est un coût plus important que le coût de la vie, je suis d'accord. Hein, mais si vous prenez le prix du pétrole, hein, lui, c'est 10%. Ben, oui, il y a tout ça. Hein. Voilà. Et, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, M. Charny. Et rapidement, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous, c'est un projet qui nous convient énormément depuis le départ. Les explications qui nous ont été données ce soir nous paraissent raisonnables, raisonnées, convaincantes. Donc, c'est un projet que nous continuerons à soutenir. Merci beaucoup. D'autres questions ? C'est calme, hein. On est apaisé. Enfin, on l'a toujours voulu et voilà, on l'a. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas de vos contributions, de vos questions. Merci à Roger pour cette étape. Il y en aura bien d'autres. Et donc notre objectif, hein, c'est vraiment maintenant de tenir le cap de la rentrée 2020 pour que les charmants bambins qui iront au conservatoire puissent vraiment faire cette rentrée 2020 dans le nouveau pôle culturel, et puis que la saison culturelle de cette année-là débute vraiment dans ce bel établissement, le futur établissement rincéen. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Je vous remercie. Nous allons passer à une autre délibération, la 3.1, attribution des subventions de fonctionnement aux associations. Alors c'est une délibération qui vise à individualiser les subventions aux associations du Raincy, qu'elles soient culturelles, sportives, caritatives et de mémoire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On l'a vu en commission finance. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Certains clubs ou associations ont un tout petit peu moins, d'autres ont un petit peu plus. C'est lié à leur activité, au fait qu'ils se développent. Et donc, vous pouvez noter notamment que le foot va obtenir 1 000 € de plus, si vous l'acceptez, évidemment. Que le foot aura aussi un partenariat avec une entreprise. C'est dans les tuyaux et devrait permettre à l'ensemble de la section de vivre correctement. Le handball, c'est la même chose, parce qu'il y a des beaux projets sur le handball. Et puis, vous pouvez constater qu'il y a comme cela une évolution, avec, à noter, 2 nouvelles associations. Mais pour l'une, on en avait déjà parlé dans un précédent conseil. Il s'agit du jardin partagé des Coudriers. C'est Allée des Coudriers, sur une propriété municipale. J'ai signé une convention mettant à disposition gracieusement un terrain qui était totalement déshérence et où aujourd'hui il y a de la culture. Alors ils sont en train de cueillir des fleurs, ils cueillent des fruits, et il y a un partage dans le quartier. Et je trouve ça extraordinaire. Mais c'est grâce notamment à un Vincent qui est juste au compte de l'Allée des Coudriers de la Briqueterie, qui est bûcheron de son état, qui travaille, je crois, pour la ville de Paris, pour le bois de Vincennes, qui est un personnage assez détonnant aussi, et qui permet d'entraîner en fait tout le quartier. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis, une autre association, l'Impertinente, c'est une association nouvelle, donc pour ses 140 € de l'ensemble, et c'est une association culturelle de théâtre. C'est ça, voilà, donc le théâtre, une compagnie théâtrale, le théâtre s'enrichit aussi, et c'est une bonne chose. Nous avons souhaité poser des subventions exceptionnelles, notamment pour les amis de Finchley, qui ont des projets, notamment dans le cadre de jumelage avec notre ville de Grande-Bretagne, Finchley qui fait partie du borough de Barnet-Hendon, et le Ciné Photo Club qui agit toujours, est toujours dans l'action. Les belles photos que nous avons aujourd'hui posées sur la médiathèque sont du Ciné Photo Club, à Rayon-Belge sont du Ciné Photo Club, et une partie des photos qui sont derrière moi et sur le côté, j'ai souhaité que vous puissiez en bénéficier. C'était l'exposition qui était sur la médiathèque, sur les grilles de la médiathèque, et qui nous permettent de voir les qualités architecturales des bâtiments de nos villes jumelées. Chorégraphie, donc Cécile Muller qui est allée, vous avez d'autres élus qui sont allés dans le pas. C'était à Montluçon, c'était au mois de juillet, où en fait les rencontres chorégraphiques nationales ont permis à une équipe ainsi de jeunes filles et jeunes gens de passer le stade départemental, régional et donc national et pouvoir lutter, mais agréablement évidemment, à travers la danse. Et donc les souhaiter une subvention exceptionnelle. Cette année, nous avons recommencé. On n'a pas proposé tout ce qu'ils demandaient, mais c'est déjà quand même une belle avancée pour cela. Donc on propose 1 000 €. Voilà, je pense que dans les sujets précis, vous devez citer l'ensemble des informations que je pouvais vous transmettre. Et en commission, il y a eu suffisamment de questions de poser par tous pour que l'Assemblée soit suffisamment éclairée. Voilà. Monsieur Lapillus, qui a posé des questions, et que j'aurais posé une question que j'ai oublié de vous poser lundi dernier, c'est la somme totale que les clubs reversent à la ville, comme vous dites en dîme. La dîme, oui. Voilà. J'ai pas parlé des gabelles, parce que j'ai parlé de la dîme. Ça va pas tarder. Oui. Ça va pas tarder. Le montant, je ne l'ai pas en tête, José. Bon, on vous donnera. Ça aurait été intéressant quand même faire la comparaison entre
suivre où était, parce qu'on s'aperçoit quand même que les subventions baissent de plus en plus. Monsieur le maire, si je reprends les subventions d'il y a une dizaine d'années qui a été votée, et vous étiez là en particulier, s'élevait à hauteur de 80 à 100 000 euros quand même. Hein. Alors je veux bien croire qu'il y avait le CCAS, il y avait un certain plus de choses, mais bon, le CCAS, on n'est quand même pas très généreux avec nos associations aujourd'hui, et je continue à dire que les associations, c'est le cœur de vie de notre vie, et c'est celle qui amène le lien social. Et je pense très réellement qu'il faudrait qu'on fasse un effort particulier, et je vais prendre l'exemple d'un club sportif qui m'est cher à mon cœur, c'est le club d'escrime. Aujourd'hui, on leur verse 250 €, et je pense qu'ils doivent reverser à peu près autant en dîmes. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas qui est gagnant. Hein. Bon, de toute façon, on pourra revoir ce sujet-là, hein, c'est très clair. Mais je suis convaincu comme vous que le cœur battant de la ville, ce sont les associations. Je ne suis pas certain que le nerf de la guerre soit vraiment l'argent. Parce que, comme vous, je sais pas si moi je suis resté au moins 5 heures à rencontrer tout le monde au salon des associations, j'ai jamais vu autant de monde. On a communiqué vraiment un peu tardivement, on n'était pas au top sur ce sujet, et malgré tout, on n'a jamais vu autant de monde. Vraiment, je vous assure. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on ait rapporté de nouvelles associations? Le badminton a fait un tabac, ils doublent leurs adhérents, et ils ont en attente. Le canoë-kayak, bien c'est pas ainsi, etc. Mais je vous assure qu'il y a un service qui nous dit merci, parce que ça nous ouvre effectivement les portes des eaux vives, et ça c'est important. Et puis, il y a quand même des associations qui sont fondatrices de pas mal d'éléments. On a parlé du tennis en commission, sincèrement, en commission, je vous ai dit, on a changé le système avec le tennis. Le tennis, il y gagne. Il reverse plus de 8 000 €, il a reversé 4 400 €. 4 400 €. Avec le système de. Et on peut les prendre les unes après les autres, c'est peut-être des exceptions, mais globalement, moi je suis vraiment convaincu que l'argent peut faire le bonheur, mais pour les associations, c'est pas forcément l'argent de la ville. Et on a eu ces discussions ensemble. Hein. J'ai demandé à plusieurs entreprises fournisseurs de la ville de se rapprocher d'associations de la ville pour assurer un partenariat, un mécénat, que ce soit culturel d'ailleurs ou sportif. Le foot en a bénéficié, le tennis en a bénéficié, le judo en a bénéficié. Ah bon, et on va poursuivre ça. Maintenant, moi je vous dis que si on réduit les choses, évidemment, de façon inconséquente, et si ça ne permet pas au club de survivre, ça c'est vraiment, c'est pas. Vous preniez l'exemple de l'escrime. Ils étaient 20 cette année, ils étaient 26 l'année dernière. Et ils arrivent à un niveau où, effectivement, ils ont du mal à boucler leur budget. Donc là, on va regarder spécialement leur budget, on va regarder la communication, qui s'ouvre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont envie que leurs enfants fassent de l'escrime aussi. Bon, peut-être que c'est un peu vieillot, bon, il faut qu'on revoie ce sujet-là et faire que ce soit plus attrayant. Le stand est attrayant quand on est sur le salon des associations, et quand on arrive là-bas, bon, voilà, il faudrait qu'on revoie le sujet de l'accueil. C'est aussi à l'association de bouger, hein. Ils sont convaincus, investis, mais des fois, voilà, ils sont tellement dans leur sujet qu'ils ont du mal à s'ouvrir sur les autres. Et quand on veut faire venir des enfants, il faut aussi avoir un discours qui. Voilà. Alors l'année dernière, on était à 37 650 €, on est à 42 590. Voilà, donc on va augmenter un peu. Et puis, si vous comparez par rapport à vos prédécesseurs, donc vous louez la qualité sans cesse. Je veux faire une juste comparaison de chiffres, monsieur le maire. N'allez pas extrapoler ces choses. Il intégrait le CCAS et le COS. Et le COS avait plus d'argent. Le COS y est là. Le COS y est, mais il avait plus d'argent, beaucoup plus d'argent. J'ai bien fait, je vous ai bien dit que le code de CCAS ne figurait pas. J'ai bien précisé. Voilà. Bon,
c'est vrai que 70, aujourd'hui on est à 40. Ouais, et je paye leur repas. Nous payons le repas du COS, la ville. Donc on a diminué le COS en payant le repas, et aujourd'hui ils s'en sortent bien. Et ils donnent plus de choses, il y a plus de satisfaction. Voilà. Bon, mais sachez que, alors j'ai su que vous n'aviez pas été invité aux sportifs méritants. Il en revient des services. Bon, en même temps, il y a des affiches partout, donc, bon. Mais la prochaine fois, je veillerai, parce que le directeur cabinet puisse. C'est vrai que personne d'ailleurs n'a été relancé. D'ailleurs, on ne devrait pas relancer les élus, hein, je vous le dis là comme ça. Normalement, vous devriez avoir votre agenda et savoir que vous allez. D'ailleurs, demain, journée des patrimoines, par l'orgue, au temple, visiter le bureau du maire, ou aller voir les vitraux de l'église de la Consolation. C'est vous qui l'évoquez, je n'en ai pas fait une affaire d'État, simplement juste un petit SMS en disant que la remise de récompense est à quelle heure, c'est tout, c'est pas difficile. C'est quand même, c'est comment dire, c'est le respect aussi des élus, monsieur le maire. Je pense que j'essaie de faire le plus honnêtement possible mon jeu, et j'essaie d'avoir une opposition constructive et faire avancer la chose. Je suis d'accord sur un certain point avec vous, je ne suis pas sur d'autres. C'est bien pour ça que je suis là et vous êtes à votre place. Simplement, c'est que nous donner un petit SMS en disant Stéphane, est-ce que tu es libre à telle heure là, c'est tout. D'autant plus que quand on m'invite, je réponds systématiquement que je viens ou je ne viens pas. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas de tous les élus. Donc, mais là, le directeur cabinet le prend pour lui. Je le vois opiner du chef. Voilà. Mais sincèrement, j'ai su ça, je n'étais pas très heureux. Voilà. D'autant plus que la commission a été complètement ouverte et nous, membres de la commission, on a été par José considérés d'une façon parfaite et je l'en remercie publiquement. Bon, très bien. Voilà. Merci, monsieur Lapidus. Ceci étant, est-ce que, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de voter ce point 3.1, attribution des subventions de fonctionnement des associations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Attribution de prix au lauréat du concours de photo à perjugelage. Alors là, c'est la même chose que l'année dernière. Vous avez vu donc les photos qui sont autour de nous de l'année dernière. Et donc, il faut attribuer les prix pour l'année d'après, pour l'année qui vient, enfin court. Et donc, on est sur les mêmes quotas. Voilà. Donc, je pense que ça n'appelle pas de commentaire de votre part, qui est favorable. Je vous remercie unanimité. Voilà, j'avais quelques informations à vous donner. Remerciement de l'association. J'ai un remerciement appuyé de Arlette Epito en tant que présidente du conseil presbytéral, donc le temple de Vinci, et qui nous a dit que la communauté protestante de Vinci et des environs, je vous remercie ainsi que votre conseil municipal pour l'aide que vous nous avez octroyée afin que nous puissions mener à bien la rénovation de l'ordre du temple de Vinci. Nous vous invitons, les protestants, ainsi que tout le conseil municipal, à l'exposé qui sera tenu par notre organier, M. Léon, le samedi 15, c'est demain, à 15h, chargé de cette rénovation. Voilà, donc, si vous voulez voir comment la rénovation de l'ordre qui devait voir date de avril 1899. Donc, ça vaut le coup. Un remerciement du secours catholique Caritas France pour les 300 € accordés pour le dernier conseil municipal et un remerciement, tout le monde ne le remercie pas, d'Horizon Cancer qui assure l'aide et le soutien aux malades pour la subvention que nous leur avons attribuée. Je voulais vous donner des informations. C'est dommage que l'autre opposition ne soit pas là, ceux qui critiquent en permanence que nous ne faisons pas d'action pour améliorer la ville. Les travaux de l'été, je vous les cite. Dans les groupes scolaires, amélioration de la performance énergétique, isolation, ventilation de l'école élémentaire des Fougères, remplacement des chaudières du groupe scolaire des Fougères, gaz à la place du Chule, remise en peinture de classe dans l'ensemble des groupes scolaires, éclairage dans les halls de l'école élémentaire La Fontaine, rénovation des fresques et du bloc de l'école élémentaire La Fontaine, des deux
inauguration, j'espère avec un des grands talents français, remise en peinture du couloir de l'école élémentaire tiers, réfection de la cour maternelle des Fougères, création de 2 salles de classe à l'école élémentaire des Fougères pour prévoir l'augmentation du nombre d'enfants, première phase du master plan d'informatisation des écoles élémentaires avec l'installation de tableaux de l'école Fougères. Sur la voirie, ensuite des travaux d'enfouissement des réseaux des ATA, le travaux de voirie, le point de Montfermeil et mise en place de la zone bleue qui sera opérante au 1er octobre. On aura des disques bleus qui sont distribués. On a 3000 qui vont arriver, qui sont distribués sur le quartier en particulier. Réflexion de l'escalier à Gambetta, pour lequel j'ai reçu beaucoup de satisfaction de la part des RACA. Réflexion des marges de la ligne de réservoir, enrobé projeté dans diverses voies. On l'a fait sur le boulevard circulaire et sur la bande de voies, y compris sur le boulevard de l'Est, et d'ailleurs, dans le cadre du plan Vigipirate, en remplacement des barrières Vauban par des dispositifs anti-stationnement fixe. Et Cadizette installé sur la Duise. Travaux à la crèche de Richard, pour laquelle 12 berceaux, c'est fait. Lorsqu'on a des consultations pour la réhabilitation de la piscine municipale, pour la création du city-stade, on en parlait tout à l'heure, rénovation de l'assainissement et la voirie avec les conseils, travaux d'installation d'ascenseurs en mairie et fournitures diverses pour les écoles et les services administratifs. Voilà tout autant d'éléments qui ne sont pas exhaustifs compte tenu de tout ce qui a été fait. Mais j'ai promis à M. Lapidus en commission que l'on organiserait une visite de tous ces travaux. J'ai pas parlé évidemment des vestiaires du foot, j'ai pas parlé du cimetière, enfin bon, on a fait plein de choses et il est important que vous soyez informés de tout ça. Voilà, donc demain, programme des visites de Russie, vous l'avez vu sur votre table, ça vous a été distribué. Pour les journées du patrimoine, c'est encore très riche, maintenant c'est encore mieux organisé. On n'a pas le lycée, parce que on ne peut pas encore aller visiter le parc, puisque les travaux se terminent là tout juste, et nous devrions avoir des travaux du lycée sur la partie documentation, c'est-à-dire de l'autre côté de la pièce d'eau, partie jardin anglais, de mémoire le 23 novembre. Voilà, donc la date est tombée cet après-midi, et on vous invitera tous à venir voir ces travaux qui ont quand même occupé là aussi pendant plus de 36 mois. Voilà donc ce que je voulais vous dire, en espérant évidemment que nos conseils seront toujours aussi calmes. On pourra parler de façon détendue et que la gestion de cette ville se poursuivra dans la sérénité et surtout dans l'excellence.